Alors d'autre part, j'aimerais bien qu'on se rappelle qu'il y a de la peinture blanche qui peut servir à faire des tours autour des ronds-points pour qu'on les voit la nuit. Parce que c'est bête à dire, mais on ne voit rien. Et on a réduit les éclairages partout. Je suis sûre que ma collègue, Madame, est en train de noter tout, mais je voudrais juste peut-être clôturer la discussion sur le stationnement, s'il n'y a plus de questions sur le stationnement. Il y a encore une question sur le stationnement, monsieur? Goedenavond, ik hoor dat er niet veel mensen zijn die stappen. Ik wil het eigenlijk, ik zie dat er eigenlijk drie grote problemen zijn. Dat is enerzijds zijn op sommige plekken de trottoirs vrij breed, wat dat daar dan weer uitkomt in de flessenhalsen. Maar zijn op de meeste plekken, onder meer de Verdaanstraat en de Haarnijdenstraat, is het trottoir slechts 2 à 3 dallen breed. Waar dat men op geen enkele manier comfortabel kan stappen, en zeker niet met 2 personen. En voetgangers zijn toch in wezen sociale wezens. Daarbij zie ik dan ook dat de straten overvol staan met auto's, dat de mensen niet meer weten waar ze het kwijt kunnen. Waardoor dat je eigenlijk op veel plekken echt een gevoel van insluiting hebt. Wat bedoelt u met dat de straten te vol staan met auto's? Mensen die fout parkeren op het trottoir? Mensen die fout parkeren op het trottoir komt op heel veel plekken voor. Op de Haarnijdenstraat, op de Verdaanstraat en op verschillende andere plekken. En op verschillende plekken, gewoon door de aard van de straten, krijg je gewoon 2 dallen, waarna je voor de voetganger, waarna je een muur van blik hebt en de weg, en aan de andere kant hetzelfde, waardoor 80% van de weg gereserveerd is voor auto's. Wat sociologisch bewezen is, leidt tot een complete ontverantwoordelijking van de openbare ruimte. Dan krijg je gewoon een stuk doorgangsweg waar dan niemand mee te maken heeft. Met als gevolg ook alle problemen van dien voor de veiligheid en het samenleven. Dus als ik mag samenvatten, in tegenstelling tot enkele van uw collega's, vindt u net dat de trottoirs hier nog niet breed genoeg zijn? Ja, en anderzijds is het dan ook waar dat er te weinig parkeerplaatsen zijn, omdat er gewoon niet doordacht gebouwd wordt en ook geen doordacht parkeerbeleid is. Bijvoorbeeld het nieuwe plein in het centrum van het dorp was vroeger een parkeerterrein. Inderdaad lelijk en onaantrekkelijk, het plein is veel toffer. Maar die parkeerplaatsen zijn nergens vervangen geweest, die auto's zijn er gewoon, je kunt die niet wegtoveren. Met als gevolg dat vanaf dag 2 dat nieuwe plein werd gebruikt als parkeerterrein. Dus dan vraag ik me af, is dat dan geen maat voor niks? En nu zou ik eigenlijk willen vragen aan het nieuwe bestuur, of ze misschien ietsje verder zouden willen denken en ietsje gewaagder zouden willen denken, in plaats van gewoon proberen zoveel mogelijk auto's overal tussen te krijgen, waarmee dat eigenlijk op een halfslachtige manier nog voetgangers, nog automobilisten tevreden is. En misschien eens proberen te denken aan gecentraliseerde parkeerplaatsen, in plaats van bijvoorbeeld hier en daar overal alles dicht te bouwen, misschien 1 terrein te reserveren, waar dan een hele hoop auto's kwijt kunnen, waardoor dat iedereen kan parkeren en de straten ook ontlast worden van al die auto's. Ik ga u vragen, probeer eens samen te vatten in het Nederlands en het Frans, dus het gaat over trottoirs die op sommige plekken nog niet breed genoeg zijn. En u vraagt eigenlijk ook, als ik me niet vergis, een coherent parkeerbeleid waar in functie van logement en gebruik van de openbare weg op de juiste plekken, parkeerplekken worden gecreëerd op de juiste plekken openbare ruimte. Je vais essayer de résumer en français. En fait, monsieur faisait... Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Okay. Bon, voilà. J'ai reçu plein de questions concernant les travaux publics en ook mijn betrekking tot de mobiliteit. Enfin, d'abord, je vais vous dire que je suis d'accord avec vous, en fait, parce qu'on a construit. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent, ça veut dire qu'il y a des voitures qui viennent. Et à un certain moment, la rue devient une rue où il n'y a que des voitures. Et là où il n'y a pas de place parce que la rue est étroite ou le trottoir est étroit, c'est difficile. Tandis qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de maisons, ça veut dire pas beaucoup de voitures. Alors, c'était possible d'avoir 2 sens et comme il n'y a pas beaucoup de passages, il y a une voiture qui attend l'autre et on peut passer. Enfin, voilà, nu is de situatie anders. Er zijn meer mensen in Haren.
En ik denk dat de vraag van mevrouw daarnet over de rue de la Paroisse et de le faire en sens unique, je trouve que c'est une bonne question. Ça a déjà été étudié par les services. Il y avait un avis favorable de la part de la police. Dus we gaan nu nakijken op welke manier dat we dat kunnen invoeren. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat er bepaalde straten haren ingaan en andere haren uit. Dus dezelfde vraag is er ook geweest voor de Harenheidestraat. Want als we de trottoirs in de Harenheidestraat breder willen maken en we willen zorgen dat je daar goed kan wandelen en dat de mensen ook met hun wagen kunnen passeren en degenen die er wonen ook hun wagen kunnen stationeren, dan moeten we dat eigenlijk ook eenrichtingsverkeer maken. Als je al die straten eenrichtingsverkeer maakt, moet je wel zorgen dat er één in en één uit is en niet dat je ergens ofwel haren niet meer binnen kan, ofwel haren niet meer buiten kan. Alors, on est en train d'étudier tout ça et on va venir avec un plan de mobilité spécifiquement pour Aachen. Ça ne va pas être la mois prochaine, ça va être pour cette année-ci, mais je ne peux pas vous promettre que ça sera en mars ou en avril. On est en train de le faire et on tient compte de tous les remarques qui ont été faites. À vrai dire, oui, il y a des trottoirs qui sont trop étroits. Par exemple, rue Verdun, Harenheidestraat, et de l'autre côté, il y a des trottoirs qui ont été construits et qui sont trop larges. Ça, c'est vrai. On les appelle les oreilles. Il y a les oreilles qui sont super larges. Et là, parfois, c'est difficile pour les bus ou les camions de passer et de ne pas toucher autre chose. Et ça, c'est dangereux. Alors, il faut trouver le juste milieu et trouver une solution qui convient à tout le monde. Dan was er ook nog de vraag over de korten. Wacht, ik heb hier geprobeerd om alles. De brug. Dus ik heb dat eigenlijk zelf al vastgesteld. Le pont qui a été construit et le trottoir qui est super large et qui est aussi très haut et qui n'est pas visible. Et j'ai eu le même problème. Je suis venue en voiture, je n'avais pas vu et j'avais presque roulé contre le trottoir. Ça fait longtemps, c'était au début quand le pont était construit. Et c'est une bonne idée de marquer avec la peinture ou, je sais pas, peut-être des réflecteurs pour montrer qu'il y a vraiment un danger, qu'on doit ralentir, parce que ça, c'est pas toujours clair. Le pont qui est à la rue du Bourg-Villette. Ce pont, il y a eu une erreur de construction. C'est un Frabel normalement qui est responsable de ça. Les trottoirs sont trop hauts, de ce fait, les bus ne peuvent pas passer, parce que normalement les bus devraient passer par cette rue, mais ils ne peuvent pas passer parce que s'ils passent, ils sont arrachés, tout simplement. Et il est un fait que c'était prévu, l'aménagement du pont était prévu pour la STIB, mais la STIB n'est pas là. Alors soit la STIB passe à l'air. Il y a une personne de la STIB, alors c'est peut-être intéressant de donner la parole à M. Yves Nepin qui est présent. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement, nous sommes en discussion avec Infabel et avec les services de la ville, puisqu'effectivement, quand le pont a été construit, malheureusement, ils ont fait un quai qui ressemble à un quai humain et non pas un quai qui permet de laisser passer un bus. Il y a deux problèmes. Il y a d'un côté le problème de la hauteur, et puis donc il y a aussi un petit problème au niveau de la largeur, puisque si un bus doit faire son virage là-dedans, et avec son arrière, d'office, il balaye, ou il devrait balayer au-dessus du trottoir, mais vu la hauteur, parce que je le fais, il colle le trottoir. Donc, pour l'instant, nous avons convenu avec Infrabel et avec la ville que nous ne passions pas par là, mais que nous restions encore avant le pont pour prendre un petit chemin pour rejoindre la rue de Verdun. Mais nous espérons bien trouver une solution pour y remédier. Ce n'est pas chose facile parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des joints de dilatation métallique dans ce pont, ce qui ne permet pas donc simplement de mettre une couche d'asphalte au-dessus et de simplement se dire, avec 15 cm d'asphalte, on en équipe. Je suis même pas certain avec les 15 cm d'asphalte que le pont serait encore suffisamment costaud que pour tenir correctement. Mais les discussions sont en cours, les services d'urbanisme de la ville sont au courant, on fait des échanges et on essaie de trouver une solution, mais tout en garantissant dans l'intermédiaire que les bus puissent passer encore sur l'Ain, mais nous le regrettons aussi, nous avons aussi constaté. Imaginons une famille qui vient voir une tante une fois tous les 6 mois,
Et bien, ces gens ne se rendent pas compte que ce pont est trop étroit et ils veulent s'engager parce qu'il y a une petite flèche qui leur dit qu'ils sont prioritaires. Et s'il y a une voiture dessus, les voitures sont en front à front, il n'y a pas moyen de les éviter. S'il y en a un qui arrive trop vite, c'est... Oui, mais attends, il y a un sens interdit. Oui, non, mais... Moi, je regrette. La solution safe, c'est de mettre les assurances dessus pour réussir à avoir un calcul correct. Oui, mais on veut étudier, en effet, d'avoir des rues sens unique pour éviter ce genre de conflit. Faut juste attendre un peu qu'on peut le faire pour l'entièreté de Arun. Parce que c'est important quand on rend une voirie à sens unique, ça a des implications pour les autres rues aussi, bien sûr. Mais une solution, c'est... Déjà, l'aménagement de la rue de la Parole sur la chaussée d'Axe, c'est un problème, il n'y a pas d'assouplissement, il n'y a rien du tout. Ils raffinissent de temps en temps, sont des éclairages pour le moment, et il est triste de casser son essieu. Donc vous aurez bientôt des faits. Mais déjà, même deux bus qui devraient passer là, un camion et un bus, c'est impossible. Madame, un peu à tout noter, on va essayer de trouver une solution ensemble avec. Pour la rue Préaugeois, prend la rue Préaugeois pour une autoroute. Ok, on aborde un peu. En fait, je vais redonner la parole à Madame un peu, parce qu'il y avait d'autres sujets de mobilité qui étaient abordés lors des préparations. Comme ça, elle peut faire le point sur tous les rues et pour aborder niveau mobilité. Merci. Pour la rue Préaugeois, en fait, on a prévu un réaménagement de la rue, de l'entièreté de la rue. Ça fait 2 km parce que la rue est assez longue. Et on prévoit un asphaltage parce que maintenant les pavés provoquent du bruit pour les habitants. Et on prévoit aussi des trottoirs des deux côtés. Parce que maintenant il y a des trottoirs des deux côtés, parfois un côté, parfois deux côtés. Mais il y aura le 4 février une réunion avec les habitants. Vous êtes tous le bienvenu. Comme ça, on peut regarder les plans en détail, vous pouvez donner votre avis et c'est encore possible de changer les choses. Alors ça veut dire que c'est pas tout prêt et à prendre, on peut encore changer. C'est important pour nous que que vous pouvez participer en fait au réaménagement de la rue Préaugeois. Pour les autres questions concernant la mobilité, il y avait une question pour un feu de traversée de la chaussée de Hart à hauteur de la rue de la Paroisse, ce que vous avez évoqué là tantôt. En fait, la chaussée de Hart est une chaussée régionale et on va envoyer la demande au ministre compétent de la mobilité à la région, c'est Madame Crevel, et on va demander d'étudier cette feu. Parce qu'il y a des feux qui appartiennent à la ville et il y en a qui appartiennent à la région. Et c'est surtout sur les voiries régionales que les feux se trouvent qui appartiennent à la région. Oui, madame? Est-ce qu'il y a moyen d'étudier et faire une étude pour pouvoir englober le feu de Doble, la sortie de la Ligue, parce qu'il y a la sortie de la Ligue qui est extrêmement dangereuse parce que les gens ils s'amènent dans la chaussée de Hack et ils se voient prioritaires parce qu'il y a un feu vert, ils foncent et les gens savent plus sortir de la Ligue. Donc là aussi il va y avoir des problèmes pour cette éminent. Donc s'il y avait moyen d'étudier la sortie de la vie et quoi encore le feu actuel au double qui permet aux gens de fonctionner au double de sortie avec un accès immédiat au feu vert. C'est pouvoir étudier, oui, pour pouvoir élargir la zone, pour pouvoir bloquer tout l'espace là, pour que les gens puissent sortir de la Ligue, de la pompe à essence, du double vert, comme ça d'un coup tous les côtés, et alors ça laisser la chaussée de la Ligue. Ok, enfin j'ai noté. Il y a le feu qui est maintenant à la chaussée de la qui donne sur la Rénée. Il est mal fait parce qu'il n'y a pas de temporisation entre le moment où le feu provient vert d'un côté et rouge de l'autre.
qui est à la région aussi, qui a un problème de temporalité. Ok. Il y avait d'autres questions pour l'accessibilité par un tram venant au centre de Haarlem. Là, je voudrais bien donner la parole à M. Yves Nepoel de la part de la STIP. C'est une question qui est transmise par un habitant, je suppose. Bon, je crois que cette question elle a déjà été posée par le passé aussi. On va pas s'en cacher, dans un avenir proche et même à moyen terme, il n'est pas prévu d'avoir un tram qui vienne jusque dans le centre de Haarlem. Un tram se justifie dès qu'on a une densité d'habitation qui est supérieure à ce que Haarlem a aujourd'hui et n'aura demain également. Donc, avec la meilleure volonté du monde, l'investissement qui est nécessaire pour faire une ligne de tram ne se justifie pas vu la densité d'habitation et la densité au niveau emploi qu'on a ici aujourd'hui, voire même demain. Et avec la culture de logement. Même avec les logements qui vont venir en plus, la densité ne justifie pas ce type d'investissement. Il est clair que pour l'instant nous avons un bus avec une certaine fréquence. Si la densité d'habitation augmente, il est clair qu'on aura des augmentations de fréquence des bus. On peut encore passer à des bus articulés et donc ce n'est qu'après cela, si à ce moment-là une demande supérieure se justifie, on peut envisager cela. Avec les projets auxquels doit faire face la STIP dans les années à venir, on parle donc en premier lieu de l'automatisation du métro sur les lignes 1-6 et ensuite vous avez encore le métro Nord qui va venir jusqu'à Haarlem, à la limite de Haarlem, c'est-à-dire jusqu'à Beauvais. Mais ce sont des projets qui, pour eux deux, vont déjà coûter probablement de l'ordre de 1,4 à 1,5 milliards d'euros à investir dans les 10 années à venir. Donc en toute honnêteté, une ligne de tram qui devrait encore venir, en plus de cela, avec les demandes existantes, dans le territoire de Haarlem, ce n'est pas une chose qui est envisagée, qui n'est pas prévue dans le plan IBIS 2 et qui n'est pas prévue non plus dans le contrat de gestion, même pas au niveau études pour l'avenir. Maar dan ook als we spreken over een nieuwe tramlijn jaarlijks, want een tramlijn die niet wordt aangelegd is een tramlijn in eigen bedding. Met andere woorden die vrij kan rijden. De straten van Haarlem zijn wat ze zijn. Ik klaag zelf al vandaag over de breedte op de 1 meter van de straten. We hebben vandaag al een enorm probleem met onze 64 om het laatste stukje van de Verduinstraat te nemen, dus vanaf de Tweedekkerstraat tot aan de Houtweg. Zagen we een enorm probleem en dus daar eventueel zelfs maar overwegen om een tram te plaatsen. Een tram heeft breedte nodig, heeft een vrije baan nodig. Dat betekent dat je daar moet kiezen, auto of tram. Dat zou gewoon goed gaan. Wij zijn hier aan, we zijn rustig, wij dragen niet naar de Olympic, wij dragen niet naar, wij dragen niet U hebt duidelijk geen rechtstreeks verbinding, dat geef ik toe. U kan tot in het centrum van de stad geraken, dus de 4 stations in de buurt van de Naamse Poort waar de eindhalte is. Maar de vraag naar het verkeer in openbaar vervoer tussen pakweg Haarlem en Nederland-Overeenbeek is niet van die aard dat daar een bus kan worden ingezet worden. Ik weet niet hoeveel mensen dan mensen zijn verplicht van te gaan te varen. Dus dat wil zeggen dat iedereen 2 of 3 wagens heeft georganiseerd. Ze hebben geen parkingmogelijkheid waar naar de toekomst een aanbod logement. Ik zie dat hè. Het aanbod wordt telkens stelselmatig aangepast. Wij passen ons aanbod aan nu ook nu op 18 februari naar frequentie toe. Maar het is duidelijk dat in de nabije toekomst rekening houden met 1 de investeringsnood die er is, 2 met het rollenmaterieel waar wij vandaag over beschikken en waar wij morgen gaan over beschikken, dat we nieuwe lijnen gaan voorzien op korte termijn niet tot de mogelijkheden behoort. Wij werken binnen een besloten envelop die ons ter beschikking wordt gesteld door de wetgeving. Wel, daarvoor kunnen wij een aantal kilometer realiseren, een aantal lijnen realiseren. Vandaag gaan we beloven aan Haarlem dat er nieuwe lijnen zouden bijkomen. Dat kan ik gewoon niet doen, want het is totaal irrealistisch. Oké, mevrouw, excuseer, ik ga het woord teruggeven aan mevrouw Ampel. Zo kan haar exposé afmaken. Er is daarna nog plaats voor vragen. Mag ik u wel allemaal vragen om in de micro te spreken, want wij kunnen als u niet in de micro spreekt uw vragen niet verstaan. Ja, dank u. Nog één project waar het daar net ook over ging is over de Verduinstraat, aan de grote putten in het begin van de Verduinstraat. Dus er is ook een heraanleg, of er zal ook een heraanleg gepland worden voor dat stuk, om de asfaltage opnieuw te verbeteren, zodanig dat de bussen niet elke keer in die put zakken, waardoor dat een aantal auto's
vaak het slachtoffer is misschien een groot woord, maar toch ook wel beschadigd worden. Dus dat wordt ook nog voorzien in de planning. Er was er ook nog een vraag over de halte Buda. Alors, apparemment, la commune de Machelen, où c'est la région flamande, est désireuse de déplacer la halte Buda vers Machelen. Bon, c'est tout à fait clair que nous ne sommes pas du tout de la même avis et on va demander à la région flamande et à Machelen de garder en fait cette halte Buda. Il faut savoir que ça se trouve déjà sur le territoire de la région flamande, mais néanmoins je vais avoir des contacts avec eux pour demander de garder, sinon on perd de nouveau une halte qui se trouve très proche des arbres. Voilà. S'il y a des questions. Oui, monsieur, est-ce qu'il y a un micro? Ok, on va donner la place aux questions à la fin de toutes les exposés, donc je vais d'abord donner, parce qu'il reste juste un exposé très important sur le plan global de développement de Haarlem. Il y a déjà plusieurs points qui ont été abordés, qui font partie de ce plan, mais je donne la parole à mon voisin. Merci beaucoup. Bonsoir à tous mes excuses d'abord pour le retard, mais justement j'avais un rendez-vous assez important avec un projet qui, fort heureusement, ne verra pas le jour sur Haarlem. C'était un projet nouveau de lotissement assez imposant. Et je vous avoue que depuis mon arrivée, voici un mois et demi, c'est déjà le troisième que je vois et qui est assez en désaccord avec mes principes, ceux que j'ai décidé d'appliquer sur Haarlem, à savoir éviter évidemment de trop densifier la commune. Comme je le disais, on essaiera d'appliquer ça. Ce ne sera pas évident. Alors, comme je vous le dis, moi je ne suis là que depuis un mois et demi, mais je pense qu'il est important de préserver Haarlem dans son caractère semi-rural. Alors, il y a des options qui ont été mises dans un schéma directeur. Un schéma directeur qui est en projet, qui est en phase de finalisation, si je puis dire, qui est relativement bien avancé. Et pour ceux qui souhaitent plus de détails, n'hésitez pas à me voir peut-être en fin de réunion, je pourrais vous montrer ce qui est déjà mis en place. Mais sans rentrer dans trop de détails, parce que je pense que ça vaudra la peine d'avoir plus d'éléments de discussion après, donc je vais répondre aux questions. Je voulais simplement étayer la liste des actions de ce schéma directeur pour Haarlem. Il y a donc 4 grands objectifs. Le premier, c'est de désenclaver Haarlem. Haarlem subit ce problème depuis des années. C'est d'être complètement perdu un peu au milieu de nulle part, comme un petit village de Gaulois. Et vraiment, il faut essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Le deuxième objectif, c'est évidemment préserver le cadre semi-rural, comme je le disais précédemment. Le troisième objectif, c'est évidemment soutenir et développer les pôles d'activité économique existants. Ça, c'est important aussi, même si ça concerne peut-être moins les habitants au premier chef, mais malgré tout, c'est bien d'habiter dans un endroit où on peut également travailler. Et enfin, évidemment, c'est préserver l'avenir de Haarlem. Haarlem tel qu'il est, mais aussi pouvoir le développer dans quelque chose de cohérent. Alors, sans rentrer dans trop de détails, donc je reviens sur désenclaver Haarlem, ça passe par l'optimalisation d'un pôle multimodal pour Haarlem. Si vous souhaitez plus de détails, je pourrais vous les donner. Donc limiter le trafic de transit, qui me semble très important, développer un réseau d'itinéraires piétons et cyclables à travers Haarlem. Ça, il existe déjà une série d'éléments, mais je pense que nous devons effectivement les valoriser et peut-être même en ajouter. Développer les liaisons avec les quartiers voisins, évidemment, entre autres vers Machelen par exemple, puisque j'entends que beaucoup de Haarlemois vont faire leurs courses là, avant de pouvoir développer un pôle commercial directement dans le village. Ça vaut en tout cas la peine de préserver et de valoriser les connexions vers les entités voisines. Et enfin donc de développer un nouvel axe industriel. Et ça, j'en reviendrai pour plus de détails par rapport au fameux boulevard industriel, c'est un peu plus complexe. Concernant le deuxième objectif, je parlais du cadre semi-rural à préserver. Donc il s'agit de maîtriser évidemment l'urbanisation résidentielle sur Haarlem. Ça me semble essentiel, parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui viennent avec des projets parfois assez aberrants. Je dois avouer que
Quand je suis arrivé, j'ai vu sur ma table des projets qui malheureusement, et je le regrette vraiment, sont déjà passés avec une qualité architecturale que je trouve, je vous le dis à titre personnel ici, assez déplorable. J'espère qu'on va vraiment pouvoir améliorer la qualité architecturale des projets. Aaron en a vraiment besoin et j'espère qu'on n'aura pas toujours le discours qui nous revient toujours par les promoteurs, c'est de dire oui mais enfin Aaron c'est un peu l'entité perdue, c'est pas grave, on ne sait pas les vendre très cher donc on ne va pas mettre des matériaux très chers. Je pense que ça c'est un mauvais argument. Un mauvais matériau ou un bon matériau ne coûte pas forcément plus cher. On peut trouver des matériaux de qualité et néanmoins des matériaux qui permettent de faire des économies. Mais on va voir évidemment comment pouvoir le faire. Donc toujours dans le cadre semi-rural, identifier les besoins futurs des commerces et en équipement, comme je le disais, préserver le patrimoine rural. Comme vous le savez, je suis évidemment aussi l'échevin du patrimoine, donc ça me tiendra particulièrement à cœur, que ce soit le patrimoine reconnu comme tel, mais aussi le petit patrimoine, je pense aux fermes, aux chicons, etc. Donc ça c'est important. Préserver le patrimoine naturel, évidemment, et enfin préserver les perspectives et les points de vue vers le paysage. Donc ça c'est important. Concernant l'objectif numéro 3, je parlais de soutenir et développer les pôles d'activité économique existants. 4 points à ce sujet, c'est soutenir la présence d'activités économiques le long de la chaussée de Actes. Je crois que c'est le meilleur endroit pour le mettre, c'est plus adapté que le logement. Conforter le pôle d'emploi high-tech du monde de Da Vinci, que certains doivent connaître. Revaloriser et conforter le pôle emploi de la zone industrielle de Hollenberg. Et enfin, préserver le patrimoine industriel. C'est aussi une part du patrimoine et il faut aussi en prendre conscience. Et enfin, comme je le disais, préserver l'avenir de Aaron, c'est évidemment se poser 2 questions, elles sont tombées directement sur ma table en arrivant, se poser des questions en tant qu'acteur dans le développement du projet de la prison. Je crois que ce sera évidemment une question à se poser. Je vous avoue qu'on est très prudent par rapport à ça. Et se poser également en tant qu'acteur dans le développement de la ZIRAD pour ce qui est des formations. Nous avons d'ailleurs une réunion ces prochains jours déjà pour commencer à travailler. Voilà. Pour les questions, on va y revenir peut-être après. Je vais redonner la parole à la présidente de séance. Voilà. Merci à tous. Merci Geoffroy. On a fait le tour de tous les exposés, donc maintenant c'est à vous. Vous avez sans doute encore pas mal de questions. Donc essayez de parler dans le micro. Je ne sais pas où il est, voilà. Je vais d'abord donner la parole au monsieur. Maintenant, vous pouvez vous adresser à tous les échevins présents. Bon, voilà, monsieur, c'est à monsieur Elktibi. Il y a un petit problème ici. Je ne sais pas, est-ce que Frédéric Bonayek avait raison en disant que le monde politique fonctionne sur une échéance électorale. C'est à propos du fameux dossier du parc. Il faut savoir que mon épouse ici, ainsi que monsieur Laurent, ont travaillé des heures sur ce dossier, des jours entiers. Ils ont même organisé une sorte de petite foire où les enfants étaient invités à dessiner ce qu'ils souhaitaient comme infrastructure. Ce dossier a bien été remis à monsieur Mpaka, en présence même de Joël Miquet qui était venu, c'était lors d'une foire qu'il y avait. C'était le 15 septembre. Ça a bien été remis. Ces gens ont travaillé des heures, et tout à coup, et des jours, et tout à coup vous nous dites, ah, on n'a jamais lu le dossier. Je vous crois bien, mais n'est-il pas d'abord de votre devoir d'essayer de retrouver ce dossier avant de dire, on va rediscuter. Donc ça veut dire qu'à chaque fin d'une législature, on repart à zéro. Et ça, je ne l'admets pas. Je ne l'admets pas. Non, mais leur devoir est déjà de trouver. Excusez-moi, est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur les espaces verts? Meneer? Ja, ik wou het even hebben over de erbarmelijke staat van onze parken in Haarlem. Ik wacht even tot de geluidstaf wordt. Ja, in Haarlem hebben we verschillende parken die ik eigenlijk vrij charmant en aangenaam vind, maar die meer en meer in een staat van degradatie bevinden. Voilà. Et donc pourquoi ça doit être fermé? C'est pour éviter que les oiseaux, les corneilles, etc. deviennent, c'est la problématique.
c'est que finalement, on tire l'intérieur de la poubelle, le panier, voilà, monsieur est bien informé, il met les choses, et puis on les remet, et puis on se peut décider de se précipiter vers une autre poubelle, et on ne fait pas, ça cause des problèmes, etc. Donc tout ceci va être réglé, et on y a pensé avant même la constitution de la nouvelle majorité. Vous voyez que c'était quelque chose qui se préparait. Je pense qu'on va aller dans le sens que vous proposez. Alors, par rapport, on dit les crottes, mais les crottes, madame, vous savez, c'est une question de civisme. Oui, je sais. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que les pouvoirs publics doivent faire, et il y a des responsabilités qui relèvent, je dirais, de la citoyenneté. Chaque citoyen doit être responsable par rapport à l'espace commun, c'est très important. Maintenant, par rapport, vous avez raison pour cette histoire de, on vous dit que d'habitude, donc évidemment, la plupart du temps, les parcs sont un peu déserts, mais à certains moments, ils sont plus animés, notamment au printemps, et on est très soirées, et les mercredis, parce qu'il y a des enfants qui vont pas à l'école, des jeunes, etc. C'est vrai, moi je suis d'accord avec cette façon en tout cas d'analyser les choses, et je plaiderai peut-être aussi avec la collaboration de vos amis agents de loi et commissaires de police pour voir comment on peut trouver une solution, peut-être avec Bravo aussi. Bravo, je ne sais pas s'il y a... Il y a encore rien à Arles, on en a parlé, je sais, il y a 2 ans déjà, ou 3 ans ici même. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque, et je pense que là, comme il y a des agents de prévention, ce serait une bonne chose que, par exemple, les après-midi du mercredi, qu'il y ait des animateurs, des parcs ou quelque chose comme ça, pour avoir un œil avec l'aide de la police, pour que les choses se passent bien. Et c'est vrai que ce sont des choses, vous voyez, c'est en construisant ensemble des petites choses comme ça qu'on peut arriver à trouver des solutions. Il n'y a pas de solution toute faite. Alors, pour l'histoire de la prison, vous savez que l'histoire de la prison, c'est quelque chose de beaucoup plus important que ce projet de l'espace vert. Évidemment, d'abord, je ne sais pas, je pense que personne ici ne saura répondre sur la prison, sauf je pense que le bourgmestre a pu appuyer les éléments. Mais je sais qu'il y a un certain nombre d'éléments que détient le bourgmestre lui-même, et ce serait une bonne chose, en tout cas, qu'il puisse un jour en parler devant vous ici. Ce que moi je peux dire, parce que moi je ne décide pas des espaces verts. Moi j'attends que des décisions soient prises en termes d'urbanisme, de planification, de schéma, de sécurité, etc. Non, et une fois quoi, s'il vous plaît. Gouverner, c'est prévoir. Non, évidemment, on prévoit. Mais vous attendez. Moi, je pense qu'on se comprend bien. Une fois qu'il devient clair qu'à certains endroits, que les citoyens et peut-être les pouvoirs publics aussi estiment que ce serait une bonne chose qu'un espace vert soit maintenu, soit développé, soit agréable, moi je suis tout à fait preneur, et ça fait partie, je pense que si vous allez sur le site de la ville et vous regardez un peu le projet, en tout cas le programme de la majorité actuelle, vous allez trouver des détails par rapport à cet aspect-là. Donc il y a vraiment une volonté d'aller un peu plus loin pour rendre la ville plus verte. Oui, bien entendu, c'est tout ça dans une optique de travailler sur le durable. Donc ça devient une nécessité, ce n'est plus une mode comme il y a quelques années, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui. Et je pense qu'il y a cette volonté-là. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a la moindre petite possibilité à exploiter, on doit pouvoir l'exploiter. Il n'y a rien à faire, il faut l'exploiter. Alors, je ne sais pas qui a parlé de vie qu'on n'a pas éliminé, si je me rappelle bien, qu'il faut abattre. Rappelez-moi, j'ai oublié cette partie. Non, je parle juste de participation, parce que nous on sait quels arbres sont morts, donc ça ne sert à rien d'envoyer deux personnes de la ville qui vont voir un truc, qui vont dire ça ne marche pas, alors ça marche. Non, oui. C'est des arbres morts, donc j'en ai remplacé quelques-uns, mais il y en a encore qui sont morts. Alors, un élément qui relève plus de ma responsabilité, et je ne suis pas obligé de vous le dire, je vous le dis parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à se comprendre réellement. Dans nos espaces verts, nous avons
en principe, nous devons avoir un personnel hyper qualifié. Parce que travailler sur un jardin, un parc, implique beaucoup de choses. Il implique de planter effectivement des arbres, des gazons, etc. Ça demande la maîtrise d'un savoir, un savoir-faire. Ça demande une formation de base, une formation très spécifique. Et c'est vrai que petit à petit, les vrais jardiniers sont en train de partir parce qu'ils vieillissent. Et j'ai constaté qu'on a eu difficile à les remplacer progressivement. Alors l'une des choses que moi je propose d'ailleurs au collège, et je pense que le collège va me dire là-dessus, c'est de mettre l'accent sur la nécessité de recruter dans le futur des gens vraiment qualifiés. Bien que ce soit difficile parce qu'il n'y a pas tellement de formation d'école, je dirais, spécialisée dans ce domaine, mais il en existe. Et d'ailleurs, il y a une formation qui a commencé en interne pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Et nous sommes avec la mission locale en train de vraiment les former pour qu'ils deviennent des vrais jardiniers, ou du moins être jardiniers, pour qu'ils sachent un petit peu comment s'y prendre. Et alors pour tous les autres qui servaient un peu de balayeur, si vous voulez, c'est ça l'atelier. Des femmes un peu gens qui apprennent un peu sur le tas, qui s'occupaient peut-être pas très bien du nettoyage des parcs, etc. Là, ceux-là vont évoluer petit à petit vers la propreté, donc leur travail, si je puis dire. Donc il y a cette volonté, et je pense que plus on a de gens qui maîtrisent ce type de travail, et mieux seront entretenus, en tout cas, nos espaces verts. Et je termine par ça. Voilà, mesdames et messieurs. Mais peut-être que M. de Blachel, qui souhaitait intervenir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'aspect planification, urbanisme, sur lesquels monsieur le président, les maisons de la cité, vous allez encore voir, à peu de la paroisse, elles sont totalement en c'est le foyer bruxellois. C'est le foyer bruxellois qui doit absolument trouver le budget, vous avez raison. Et il y a une dame qui habite juste dans la rue, on va après vous en parler, rue Sainte-Élisabeth, rue de Donjon, c'est une maison de la rue de Bruxelles. Ça a été brûlé, on n'arrive pas à passer dans cette rue. Dans la rue de Donjon, on a presque rien. On a mis le feu. Maintenant, il y a juste à la pétanque, 3 maisons. Ça, c'est un privé, ça devient quand même des maisons qui sont à la maison comme ça. Et là, on va partir à la rue de Bruxelles. Le foyer bruxellois. Non, là. Ah. Mais les logements qui se trouvent en face du cimetière, c'est le foyer bruxellois? Ça appartient au foyer bruxellois et c'est à eux à trouver les budgets. En fait, ils étaient jusqu'il y a peu en quasi faillite virtuelle et donc ça a été très difficile. Mais je leur ai demandé encore récemment, puisque j'étais l'administrateur de l'opposition jusqu'il y a 1 mois et demi, au sein de cette association, je leur ai déjà demandé à plusieurs reprises qu'ils remettent les choses en place parce que c'est inadmissible alors qu'on a 38 000 demandes à Bruxelles pour des logements sociaux. Mais vous avez raison, et il manque de budget. Il y a 3 appartements, il y a 2 appartements qui sont faits, rue du Donjon. Ça fait au moins 6 mois que ces appartements sont libres, ils sont même pas occupés. Ça vient à qui? Ça va chez qui? Je vais essayer de retrouver quelques questions. Il faut aussi savoir, excusez-moi monsieur, il faut savoir aussi qu'on est déjà 9h15 passé. Oui, donc mais je vais essayer de prendre les dernières questions. Et n'hésitez pas. On parle du foyer bruxellois, mais à qui appartient le foyer bruxellois? Le foyer bruxellois est une société indépendante. Oui, mais qui est actionnaire? La ville gère en majorité le foyer bruxellois. Voilà. Bon. Mais donc c'est bien la ville. Tout à fait, vous avez raison. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait déjà 2 ans que je plaidais pour que cette petite impasse effectivement soit rénovée, parce que c'est une belle impasse. Il y a un vrai patrimoine. C'est du petit patrimoine, mais vous avez raison. Vous avez raison. Et je vais continuer à plaider pour ça. J'espère qu'ils trouveront les budgets parce que ce sont des maisons qui le méritent et qui en plus pourraient être des effets. Interpeller comme ça, je regroupe et je dirai un mot sur ce qui vient d'être dit sur le logement social.
connaissez les nouveaux Est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît, que tout le monde entende vos questions? On n'entend rien du tout quand vous parlez par là. Merci. Merci, monsieur Seul. Allez, on vous écoute, madame. Et on regroupe s'il y a d'autres questions sur le logement. Allez-y. Il y a la rue de la paroisse, on a fait les nouveaux logements. Ils profitent du jardin derrière, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un jardin derrière pour les enfants. Rue du Donjon, nous avons aussi un jardin. Vous voyez combien de locataires nous sommes? 21. On nous refuse ce petit jardin. Pourquoi? On nous répond parce qu'on n'est que 21 locataires. On est 21 locataires qui payent nos loyers. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, je n'ai pas de souci, mais ça je vais noter, on va relayer. Donc, simplement pour préciser, et monsieur a raison, le foyer bruxellois c'est qui? Indirectement c'est la ville, bien sûr c'est l'actionnaire principal, et on a des représentants, le président et les membres du conseil d'administration, c'est une éminence du conseil communal, donc c'est des représentants qui siègent au conseil communal et parfois même en dehors. N'empêche que c'est la ville indirectement. Il faut préciser que la politique du logement, c'est la région qui devrait gérer ça. Donc, surtout, le logement social, les 6 peut dépendre directement de la région. Donc, quand on dit, ouais, mais c'est la ville est là à la gestion, mais les moyens sont mis par la région. Enfin, la région en principe. Mais la ville de Bruxelles, contrairement à beaucoup d'autres, même si elle a le statut de ville, contrairement à d'autres communes sur la région, investit beaucoup dans le logement social. Elle a investi au courant de l'aventure précédente, plus de 15 millions d'euros, c'est des chiffres que je lance comme ça, mais n'empêche que le résultat n'est pas toujours visible. S'il y a des appartements vides dans la rue du Donjon, je l'appliquais quand j'étais président du foyer bruxellois, la mandature bien avant, c'est qu'on ne souhaitait pas garder des familles dans des appartements où il y a des vrais problèmes d'humidité, d'infiltration, quand ça vient de l'extérieur. Je le souhaitais, je suppose qu'ils ont continué à faire ça. Le problème c'est que vous avez un vide locatif pendant un certain temps parce que pour rénover nos cités, pour rénover le logement social, comme j'ai dit, ça vient des crédits de la région, ils ne mettent pas les moyens qu'il faut, et ça prend aussi, il n'y a pas une question financière, parce que à l'époque, et monsieur Seux était avec moi lorsqu'on gérait le foyer bruxellois, la mandature avant celle précédente, les finances, on les décrochait, mais il y a aussi tout un problème de procédure pour pouvoir rénover ces logements. J'ai répété encore cette semaine-ci en commission au ministre de tutelle maintenant qui gère les logements sociaux, c'est qu'il faut essayer de respecter les procédures, c'est hyper important. Ça dure beaucoup trop longtemps. Enfin c'est comme ça qu'il faut voir. Donc vos questions portent que sur les logements sociaux qui ne sont pas gérés directement par la ville. Et je vous dis, la rue de la Paroisse, effectivement c'est un scandale, parce que quand j'y étais, on avait les moyens à un moment donné, et puis après quand on les affectait à autre chose, on les affectait dans d'autres dossiers. On a perdu du temps avec le plan de logement régional où à un moment donné, on a parlé là tout à l'heure de Paroisse, Boisy-Fleury, il était prévu de refaire notamment la petite dizaine de logements rue de la Paroisse dans ce grand projet, puis il a été laissé tomber. Enfin, on est chaque fois, on avançait, on reculait, on avançait, on reculait. Je crois qu'au courant de la mandature précédente, moi, à mon avis, mais je ne siège pas au fait bruxellois, il me semble qu'ils avaient bien avancé et que les travaux devraient être imminents, mais ça aussi, je dois interroger la gestion du foyer bruxellois pour voir où ils en sont dans la rénovation de ces quelques maisonnettes qui est un très beau patrimoine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le logement? Par rapport au logement, donc, la rue Verdun au 642, je voyais une maison de Bruxelles qui n'est pas insalubre depuis 2 ans, 3 ans, mais qui est inoccupée. Donc voilà, des lieux qui ne sont pas insalubres, qui ne sont pas occupés. Je connaissais les gens, le récupérer de cette maison-là, ils sont partis déjà payer très cher. Mais voilà, en attendant, celle-là, 642, 144, je ne sais plus, 642, 144 ou 2, il y a 2 maisons, exact. Ça, vous pouvez savoir, ça a fait des recettes. Je ne pense pas que c'est une propriété communale. Non, c'est communal. Ils louaient avec les Bruxelles. Les gens qui étaient là, ils louaient avec les Bruxelles. Donc, j'ai pas répondu sur une partie de la question là tout à l'heure, madame qui parlait d'une maison incendiée. Elle avait raison en disant que c'était de la ville. En fait, c'était un terrain avec une maison qui était abandonnée. Ce terrain a été vendu. Ce terrain a été vendu et j'ai appris récemment qu'effectivement il y a eu du vandalisme et ça a été brûlé. C'est de ça qu'on parlait là tout à l'heure. C'est la maison qui est juste à côté de la maison. Ce terrain n'a pas été vendu.
Ah, etc. vous parlez d'autre chose, alors parce que moi, on m'a parlé d'un terrain. À la ville, et cette maison est inoccupée depuis 12 ans, depuis que j'habite. Je trouve tout à fait regrettable qu'une petite maison d'agriculteur soit comme ça laissée à l'abandon, soit actuellement a été squattée et été... Ça a été clôturé récemment. Oui, heureusement, parce qu'il y avait des clés de Suite à un article, Ça a été vendu. Donc c'est bien celle-là. Elle a été vendue, donc c'était complètement... En fait, au niveau de la ville de Bruxelles, en général, on essaie d'acquérir, on en a parlé là tout à l'heure, on essaie d'acquérir des terrains pour construire nos logements, mais on a parfois des petites unités où on met en vente publique pour que les personnes puissent construire leur maison. Donc on a des petites parcelles pour des unifamiliales. Et ce terrain avec cette petite maisonnette qui est à l'abandon faisait partie de ce lot. On l'avait mis en vente publique à l'époque et ça n'a pas fonctionné. Et ça a été vendu tout récemment de gré à gré. C'est pour ça que vous ne le savez pas peut-être. Il a été vendu et après la vente, il y a eu effectivement du vandalisme, il y a eu le feu et on a clôturé. On avait demandé de clôturer récemment. Voilà. Mais il y a un propriétaire privé qui doit amener un projet et dans un délai bien défini, il doit faire une construction. Voilà. On va essayer de clôturer. Je vais prendre les dernières questions. N'hésitez pas à me contacter après, donc ça c'est disponible. Et il y a aussi un compte rendu qui va être fait de toutes les questions et des réponses données. Ce sont des questions qui restent sur le logement ou bien des questions d'ordre général? Toutes, mais je vais prendre les trois dernières questions et de toute façon on va revenir pour d'autres. Il y a pas mal de questions. Monsieur derrière, tenez. Ok, madame. Je vais d'abord prendre la question du monsieur et ensuite je... Bonjour, merci. Voilà, c'est pour signaler une chose qui semble passer hors de la vue des gens pour le trafic et le stationnement, c'est qu'il y a de plus en plus à Havre de sociétés qui habitent une maison privée, donc le privé habite la maison lui-même mais a une société et transforme la rue en parking pour 5-6 camions, genre courrier express et similaires, ce qui veut dire qu'il y a des morceaux de rue qui sont entièrement phagocytés par des particuliers qui ont une maison normale, qui n'ont pas un entrepôt ad hoc. C'est une question. Et la seconde question, c'est pour M. Lastible, qui m'a fait un petit peu peur. Comme madame devant, j'ai eu droit aux proviseurs qui ont volé rue de Verdun par des bus de Lastible. Et monsieur me parle maintenant que s'il y a un accroissement de la population, on pourrait envisager des bus articulés. Je me dis que si ça ne vient pas conduire un bus normal, articulé, en plus ils prennent souvent la rue de Verdun, depuis la place de Verdun vers Macallen, quasiment pour d'autoroute à 70 km/h. On leur dit jamais rien en plus. Faites ça avec une voiture, vous verrez qu'il ne passe pas. Merci. On va reprendre de façon clôturante. Je vais donner la parole au monsieur parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de poser des questions. J'avais contacté monsieur Coman et je trouvais qu'il y avait un gros problème d'urbanisme au niveau des permis et la lenteur des permis, donc c'est lié à la législation précédente, aurait été tant qu'il n'y a pas quelqu'un de politique qui ressort le dossier, qui enlève la poussière du dossier, le dossier n'avance pas. Donc, s'il y a un délai de 45 jours du fonctionnaire délégué, ben, le personnel qui est censé suivre le dossier, si on ne lui réclame pas, ben, après 90 jours, ben, il ne bouge pas. Donc le dossier attend. Et donc un permis qui est rentré au mois de novembre 2011, on a reçu le permis de tir en janvier, et la personne nous a recontacté en disant que le permis était faux parce qu'il s'était trompé. Il n'avait pas réuni une ligne en disant que le fonctionnaire délégué n'avait pas rendu son avis en devant les plans, et donc il doit repasser. Et donc ça commence à être un petit peu lourd. Je comprends. Il y avait encore une question là. Et savoir si les permis d'urbanisme vont aussi durer des années avant de passer. Il y a quand même des délais. Je donnerai la parole à M. Coman-Rachel. Je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit précédemment par rapport aux écoles, qui est quelque chose que pas mal d'habitants de Haven reprochent. Donc, en effet, pour la criminalité, pour les écoles, il y a des priorités ailleurs. Et c'est un peu le malheur de
Haven où on se dit finalement, mais quelle est l'utilité d'être à côté, enfin d'être loin d'une ville qui nous gouverne s'il y aura toujours des priorités ailleurs. Et donc ici, il y a des enfants en effet qui font 2h30 de transport en commun, et même si on continue à densifier, à autoriser tous les logements, moi ce que je comprends de la STIP, c'est qu'on ne veut plus construire. Il n'y aura de toute façon jamais plus de transport en commun, et donc on est calé. Donc tant que la STIP et la ville ne sont pas d'accord, je pense qu'on ne peut plus ajouter d'habitants. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour les écoles? Est-ce qu'on doit se tourner vers EVER, que eux construisent quelque chose pour nous, pour nos enfants, qui en effet, il y en a peut-être pas beaucoup, mais ils méritent d'avoir une école aussi. Je pense que, je ne sais pas comment on fait dans des communes où il y a moins d'habitants, mais je pense que si on se limite en disant mais il y a des priorités ailleurs, ce qu'on nous répète sans arrêt, ben alors on a vraiment plus sens de se faire gouverner par une ville qui est si loin et tout. Un jour, la ville a voulu annexer Haven, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités aussi, et il y a des choses à faire. Donc, en effet, il y a des gens ici qui ne vont pas voir l'administration, ne contactent pas M. le Duc pour toute la criminalité qu'il n'y a pas ici, mais il y a des problèmes objectifs qu'il faut prendre. Et donc, soit on dit, ben voilà, il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de s'occuper de nos jeunes. Il y a toute une série de choses que j'ai notées qui vont être faites, et je pense que c'est très bien, il faut se focaliser là-dessus. Il faut faire attention à ce qu'on dit et vraiment prendre les problèmes tels qu'ils sont à Haven et pas tels qu'on les compare par rapport à la ville. Donc, vous avez parlé des travaux, Monsieur Etibi, vous avez dit des trucs très encourageants par rapport à des animateurs de rue. Je pense qu'il ne faut pas toujours se retourner vers la police pour animer les parcs, pour empêcher les gens de jouer au foot. Il faut peut-être d'abord dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre un terrain de foot à un animateur de rue, et c'est là encadrer notre jeunesse qui est si loin. Parce que ce que beaucoup disent aussi, c'est que finalement, il y a la racaille ou pas, mais en tout cas, des gens qui viennent de Scarbeck et Vert pour avoir un peu de calme ici, et puis ben, ils jouent avec nos jeux et tout. Il y a du bon, mais il y a peut-être qu'il y a du mauvais aussi, et je pense que tout ça, c'est notre responsabilité à tous nos habitants et à vous que nous avons élus pour prendre ça en place. Merci. Il y a deux terrains de football. Un sur le petit chemin là, derrière les habitations. Là, il y a des gens parfois qui vont jouer. Mais chez moi, où il y a le complexe sportif, là c'est pour tous ceux qui viennent de l'extérieur. Le complexe aussi, c'est la même chose. C'est pour qui? C'est pour ceux qui viennent. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis chez pourquoi ils ont pas payé? Excusez-moi, madame avait demandé la parole. Et je voudrais aussi demander de ne plus continuer à construire chez moi. Parce que quand je suis venue ici en 86, vous pouvez dire c'était un petit bout. Maintenant que nous sommes entrés, l'air en dessous des pieds pour construire pour les autres. On va prendre la toute dernière question, mais on reste disponible pour que ce soit la question après par écrit. Moi, je vais être un petit peu long. Moi, j'ai une question pour Madame Hunt et la STIP. Ici à Rennes, concernant le billet de bus, on veut acheter un ticket de bus. Où est-ce qu'on peut aller l'acheter? On ne sait plus acheter un billet de bus, donc on est obligé de l'acheter où ça? Sur le bus à 2,50 €. Oui. Voilà, on ne sait même plus avoir accès à une carte de 10 places vu qu'on ne sait plus les acheter sur le bus. Ça, c'est une chose. Ça fait depuis plusieurs fois qu'on demande un coin mobile qu'on ne nous donne pas. Maintenant, concernant ça, on a eu une petite concertation concernant avec la STIP qu'il fallait aussi demander de votre côté parce que ça relève de certains travaux qui seraient à votre encontre à vous. Donc, on voudrait savoir où est-ce que ça en serait, est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir ça encore cette année. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui prennent le bus pour aller faire les courses ailleurs. Maintenant, concernant faire les courses ailleurs, vous dites que c'est dramatique d'aller faire ses courses au Ever, Digem ou autre, parce qu'on va prendre un bus. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est d'avoir un super point vert qu'on appelle le Kelvé, on va nous foutre en l'air pour nous foutre une prison, et que pour ça, en fait, malheureusement, ce n'est pas grave. Là, je peux prendre un bus pour aller dans une autre commune, pour prendre 1 heure de bon temps avec mes enfants, alors que finalement, j'ai qu'à traverser Haven et à 5 minutes de chez moi, j'ai un coin vert. Voilà, donc, maintenant, deuxième chose, c'est que je rejoins Madame Crème ici parmi nous. On a un peu marre, effectivement, des travaux, parce que je vais être un peu imaginative. Dans un aquarium,
Prenez un aquarium, vous pouvez mettre que autant de poissons, ou sinon ils meurent d'asphyxie. Ça, c'est comme ça, tout le monde sait ça. Eh bien, je pense que pour une commune, c'est la même chose. On a besoin d'espace pour savoir s'entendre. Si vous mettez trop de gens l'un sur l'autre, il n'y aura plus cet entente. Maintenant, comme vous dites si bien, vous êtes tout nouveau, la balle est dans votre camp. On espère que vous nous avez bien écoutés et qu'il y a certaines solutions que vous allez nous apporter le plus rapidement possible. Merci. Oui, moi je voulais juste rajouter quelque chose. Donc, déjà par rapport à la circulation, je pense qu'on a oublié le temps. Donc, je pense que ça va être dramatique une fois que le temps sera de l'autre côté de Hébert et sera à Rome, parce que là pour l'instant c'est en construction. Donc, la mobilité, je pense que ça va être une catastrophe. Donc, éventuellement, effectivement, ce serait bien qu'on ait plus de transports en commun qui nous permettent de circuler au-delà de Porte de Namur, comme disait M. Glasty, parce que c'est pas évident. Autre chose, en fait, moi je voulais simplement vous demander, vous qui êtes nouveau élu justement, vos électeurs ici présents ont dû voter pour que vous soyez là. Ok? Donc moi je vous demande juste une seule chose. Pourquoi? Parce que c'est tout bête. Les prochaines élections sont en 2014. Mais vos électeurs, ils ont dû voter dans l'autre salle. Et s'ils faisaient mauvais, c'est tout con, mais ils étaient sous la crache. Ici, il a fait bon, alors qu'avant, je ne comprends pas, les dernières élections, avant, ça se passait ici, et on pouvait permettre aux personnes âgées de s'asseoir, on pouvait permettre aux parents avec bébé de s'installer, tandis qu'ici, on a eu de la chance, vraiment de la chance, il n'a pas plu, il n'a pas craché, donc c'était bien. Mais on a bien noté toutes les remarques. Voilà, donc et on on va essayer de voir que ça se passe à nouveau ici et pas dans l'autre local. Parce qu'en plus, normalement, les gens n'ont pas le droit de rentrer à plusieurs. Et je pense que monsieur peut en témoigner, n'est-ce pas? Voilà, en principe, on ne peut pas les faire rentrer et les présidents ont été très gentils de les faire rentrer à plusieurs d'assemblées. Et normalement, c'est pas le but. Voilà. Merci madame. On va clôturer les remarques et les questions maintenant. Mais on a bien pris note. On va essayer de Les seniors, ils sont oubliés. Je ne fais pas partie des seniors, mais je pense que moi, plus tard, je vais aller. Mais on a bien pris note de tous les remarques et des commentaires. On va relayer les questions au sein de nos administrations et on va essayer de répondre au maximum de questions aussi dans le compte rendu. Merci beaucoup pour votre présence. Et Alors